Mesdemoiselles et messieurs, chers amis, monsieur le juge Angot et madame, monsieur le directeur de NSI Park Hotel, chers amis, je vous souhaite la bienvenue au nom du NSI Park Hotel et je profite pour dire tout ça en début de la cérémonie pour vous dire que régulièrement, nous procédons à des lancements de livres pour permettre aux auteurs de bénéficier d'une plateforme, d'une logistique pour se faire connaître pour les moins connus et pour affirmer leur notoriété s'ils sont connus. Il me plaît de jouer au maître de cérémonie régulièrement. C'est une tâche d'autant plus agréable qui me permet de lire le livre en question pratiquement avant tout le monde, ce qui est un grand privilège, et d'apprécier ces livres et de faire connaissance avec les auteurs et au bout de la chaîne, d'en faire la présentation dans un cadre tout à fait agréable, en compagnie des gens qui aiment forcément la lecture, sinon ils ne seraient pas là, et de partager quelques amuse-gueules après la cérémonie lors d'un petit cocktail qui nous est offert gratuitement par le NSI Park Hotel. J'ai attendu l'arrivée de Mégane, vous la voyez. Si vous voulez être tenu au courant des activités, vous lui laissez votre numéro de téléphone et votre mail. Donc régulièrement, si ça vous chante bien évidemment, vous serez tenu au courant et vous viendrez si cela vous fait plaisir. J'ai un double plaisir aujourd'hui pour cette cérémonie de lancement. D'abord à cause de Daniel, on en parlera dans quelques instants, mais aussi à cause de Carlo de Souza, qui, comme vous le savez, comme on dit, est une grosse pointure littéraire à Maurice. Je croyais qu'il était né à Port-Louis. Malheureusement, j'ai été déçu d'apprendre que c'était à Rosil. Bon, ça va, on ne peut pas tout avoir. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu le sentiment que c'était un Port-Louisien. Peut-être que on a tellement d'atomes crochus, je me suis dit, c'est certainement un Port-Louisien. Non, il est né à Port-Louis, là, en 1949. Moi, je croyais que ça allait être un peu la même année que moi. Bon, ben, il est venu avant. Ce sont des choses qui arrivent. Et ça me fait plaisir parce que, on en parlait, il va certainement écrire un livre, ou il a déjà écrit, où il va parler d'une bibliothèque aux casernes centrales. Parce que son père a fait toute sa carrière dans la force policière. Et c'est ainsi qu'il a voyagé à l'intérieur du pays au gré des mutations et des promotions dont le père a été l'objet. Et la trame tournerait autour d'une bibliothèque aux casernes centrales. J'ai tiqué, je me suis dit, c'est vraiment un livre surréaliste. Je vois mal des policiers aux casernes centrales se ruer à la bibliothèque pour emprunter des livres et lire. À moins que je sois complètement à côté de la plaque, vraiment. Anyway, c'est pour la partie humoristique de l'histoire. Il suffit de dire que pour ceux qui ne connaissent pas Carlo de Souza, et c'est un crime de ne pas le connaître, je vous conseille fortement Les Jours Kaya, qu'il a écrit en l'an 2000, dans le sillage des événements de 1999, la mort de Kaya. Ce qu'on jette à la mer, qui est un très beau livre aussi, qui parle d'immigration, Ce qu'on jette à la mer. Maintenant, on va, semble-t-il, pas les jeter à la mer s'il aborde les rives européennes, sera ailleurs. Il y a aussi l'arrivée des cyclones, que je vous conseille fortement aussi,
et en chute libre. Je ne sais pas s'il a fait du tennis. Tu as fait du tennis? Non. C'était du badminton. Du badminton. C'était pour savoir s'il m'écoutait. C'était du badminton. C'est un auteur reconnu, connu, et moi je le retiens surtout pour le premier prix qu'il a obtenu, la comète de Halley. Il a obtenu le prix Pierre Renaud. Quelle année j'ai oublié. 80. J'ai oublié. Hein? Il a obtenu le prix Pierre Renaud. Alors, ce qui me permet de faire une petite parenthèse pour dire qui était Pierre Renaud. Pierre Renaud était un grand malade. Il était hypochondriaque. Il croyait qu'il avait toutes les maladies. C'est une maladie, hein, de croire qu'on est malade, alors qu'il n'était pas malade du tout. Et il était un grand journaliste littéraire du journal L'Express. Allez lire la collection de l'Express des années 70-80. Il a écrit des éditoriaux, mais ses analyses littéraires étaient très pointues et récoltaient un immense succès à chaque fois. Et il est capable de grande sensibilité, et c'est ainsi que le prix a été institué pour récompenser un écrivain en herbe à l'époque, le texte de Carlo de Sousa. Mais venons-en à la raison pour laquelle on est ici ce soir, parce que j'allais passer sous silence la présence de Daniel. Ça aurait été grave. Ça aurait été grave, vraiment. Accessoirement, parlons de Daniel. Elle me prétend qu'elle me connaît depuis des lustres et qu'elle était venue me voir dans les années 80, alors que je sévissais dans les colonnes de 5+, pour me raconter qu'elle était partie pour le Canada et qu'elle était revenue en vacances et que je l'avais interviewée, et elle se rappelait même du titre ou d'une phrase à qui elle m'attribuait la paternité. Heureusement que c'était la phrase. Pour dire que voilà une femme qui est allée apprivoiser l'hiver. C'est tellement beau que je n'ai pas cru que c'était le moi. De temps en temps, j'arrive à voir des phrases comme ça. Tant que la personne m'inspire, forcément. Et ça, c'est un beau compliment. Donc, elle se rappelle de cet entretien que nous avons eu. Moi, je ne me souviens vraiment pas du tout. Et je lui ai dit de me faire parvenir le texte. Elle va essayer de trouver ce texte qu'on va publier et distribuer à la ronde, bien évidemment. J'ai eu le bonheur de lire le texte le livre « Les soupirs de l'ombre ». Alors, « Les soupirs de l'ombre », ça peut être un titre qui cache tellement, qui aurait pu cacher beaucoup de choses. Ça part d'un telenovela brésilien, ça peut être ça, « Le soupir de l'ombre », en passant par « Les feux de l'amour », non, et finir par un prix Goncourt. Voilà un titre qui cache tellement de choses, les soupirs de l'ombre. En fin de compte, j'ai tendance à, quand on préside une cérémonie pareille, on a tendance à parler du livre parce que le livre m'a forcément marqué. Il suffit de dire que c'est l'histoire d'une jeune femme d'une très grande sensibilité, manifestement perturbée psychologiquement, et qui a des relations tendues avec sa maman. Quelle femme qui n'a pas des relations tendues avec sa maman, hein? Ce sont toutes choses qui arrivent, et qui, accessoirement, mais c'est important pour l'équilibre psychologique et psychique de l'héroïne en question, entretient une espèce de complicité avec son papa. Quelle femme qui n'a pas eu des relations de complicité avec son papa? Ou quel papa qui n'a pas eu
des relations de complicité avec sa fille. J'en suis une belle exception. Non, pour dire que j'ai aussi des relations complices avec ma fille de temps en temps. Et la fille grandit et est tentée par des espèces de cauchemars qui auraient pu faire une courte série de Netflix habitée par ses propres démons. Et on sent bien que souvent on quitte le domaine du réel pour tomber dans le domaine du fantastique, c'est-à-dire de tout ce qui n'est pas réel, pas dans le fantastique, non, dans le sens premier du terme. Et c'est ainsi que cette fille grandit, et comme par hasard, à Montréal. Bon. Dans la neige, dans le gris, etc., dans le froid. Et c'est un très beau roman. Un roman tient aussi par la trame, par le récit, mais aussi par la qualité de l'écriture. Et quand une auteure écrit comme elle parle, c'est de la qualité. C'est-à-dire que quand on écrit comme on parle, c'est-à-dire soit on écrit très bien et on parle très bien aussi, et vice-versa. Et ça, c'est la grande qualité de ce roman, dont vous allez faire certainement l'acquisition. Ça se vend combien de romans? Il faut profiter pour vous dire. Oui. Combien? Pardon? 844 et 99 sous. On se croirait chez Bata. Et un autre... elle m'a fait un beau compliment quand je suis arrivé. Elle m'a dit, il y a un responsable d'édition à Toronto qui a eu le bonheur d'écouter Dimanche Culture. Ça arrive de temps en temps. Il y a des éditeurs ici et ailleurs. Et qui a écouté Dimanche Culture au Canada, qui lui a écrit tout de suite pour lui dire que, aussitôt qu'elle retourne, soit pour faire une réédition du livre, soit pour lui offrir un contrat faramineux dont j'espère quand même... vous avez cru que j'allais demander une commission? Non, c'est pour vous dire à quel point, si c'est arrivé comme ça, c'est vraiment génial si on a pu, disons, contribuer à faire connaître, à donner à ces soupirs de l'ombre des hurlements sur le plan planétaire. Alors, sans plus tarder, je vous demande d'applaudir Carlo de Souza. Chers amis, que de visages connus qui me font me sentir à l'aise pour le lancement de ce livre de Daniel et en fait de ces livres, parce que je crois que Finlay l'a peut-être oublié. On lance 2 livres ce soir, 2, je m'ai bien entendu, et éventuellement 3 si je me sens à l'aise. Alors, d'abord, Tony, merci de me donner la parole, d'abord récemment au sujet du Collège du Saint-Esprit où tu as été très actif, et puis aujourd'hui pour le lancement de ce livre qui, comme Finlay vous a dit, est très particulier parce que c'est un regard avec une certaine distance sur une réalité, et je vais parler par la suite de réalité-vérité, parce que c'est évidemment une voix mauricienne qui s'élève, et en ces temps de grand bavardage sur les réseaux sociaux, à la télé et ailleurs, je ne vais pas trop froisser Finlay aussi, parce que ça contribue aussi au bien-être de l'humanité, au-delà de ce brouhaha ambiant à cause des médias. Retrouver une voix
intime, retrouver sa voix, on peut le dire voix VOIX ou VOIE, retrouver une certaine parole et prendre la parole, c'est un choix, ça pose des risques, et en ces temps de grand silence, nous sommes, nous, entre deux civilisations à Maurice, d'une civilisation très française qui s'exprime et qui parle, et une civilisation british qui, elle, est très taiseuse, qui est toujours avec les understatements, qui est toujours avec des choses dites autrement, hypocritement, si on veut jouer avec l'étymologie et non pas la critique, ne pas dire directement ce qu'on a en tête. Alors, prendre la parole pour nous est salutaire. Je fais abstraction des autres apports à notre culture qui sont des apports orientaux, hindous et chinoises, et qui sont absolument importants pour ce microcosme que nous devons de protéger. Alors, comme Finlay vous a dit, il s'agit de quelqu'un qui prend la parole avec certains risques. Quand on prend la parole, comme je le fais, comme Finlay le fait, et comme Daniel le fera tout à l'heure, on s'expose. On s'expose aux critiques. Mais on s'expose aussi à l'échange. Ça peut résonner chez quelqu'un et dire « Ah oui, moi tu penses pareil, moi aussi ». Donc il y a une résonance qui est peut-être importante. Et la prise de parole à Maurice, bon, les réseaux sociaux aident aussi beaucoup à ça. Il y a beaucoup de choses qui passent et qui ne devraient pas être dites, qui devraient être tues, mais ça donne la possibilité d'échange. Ça donne la possibilité, même quand on n'est pas, comme moi, derrière un micro, de dire ce qu'on a dans le crâne. Et mieux encore, comme me l'a dit une petite bédouine un jour, quand j'étais à Djibouti, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et j'ai trouvé ça adorable, de dire ce qu'on a sur le cœur, de dire le ressenti, qui ne se dit pas, en général, qui se tait, et c'est bien dommage. Alors ce roman va parler énormément de ressenti, de sentiments, et de l'enfance, de ses incertitudes, de souffrance, beaucoup. Souffrance parce que c'est une fille qui n'est pas considérée, à son avis, par sa mère, et qui est très proche de son père, comme Finlay l'a dit, de joie, d'attente. Qu'est-ce que j'attends de la vie? Est-ce que la souffrance, c'est pas aussi de rester sur sa faim, de ne pas être accueilli par l'autre? Et ça guette non seulement les filles amoureuses, mais tout le monde, nous tous, nous restons sur notre faim par rapport à ceux qui sont autour de nous. Alors, se mettre à nu, clairement, sans pudeur, c'est une réelle démarche. C'est une réelle démarche, et l'écrit, bien entendu, il y a ceux qui se jettent à l'eau, celles qui se jettent à l'eau, mais il y a nous tous qui sommes impliqués. Nous ne sommes pas que spectateurs. Je ne sais pas combien dans cette salle ont tenu un journal intime à un certain moment, où nous couchions sur papier notre journée, nos joies, nos amours, ce que nous attendions de la vie, de déception. Et ceci a pour but quelque chose de très important, parce que le premier lecteur, c'est vous-même, c'est nous-mêmes. Et nous mettre en position, mettre sur papier des choses que nous pouvons relire, c'est à mon sens une démarche extrêmement importante. La deuxième chose, journal intime certainement, à nous, la lettre. Aujourd'hui, on écrit des mails. Et on écrit des mails très rapides. 2 lignes, 3 lignes, avec des abréviations à dormir debout. Je me souviens que les premiers mails qui étaient envoyés par mon éditrice parisienne, c'était des mails de 10 lignes.
parce qu'on était encore dans la transition entre l'écrit, la lettre et le mail. Donc c'était de très longs mails. Aujourd'hui, je le lui rappelle et je lui dis, mais tu te souviens des mails qui étaient admirablement écrits, où je te disais que tu devrais un jour publier. Mais je dis, non, jamais je publierai. Mais les mails étaient extrêmement bien écrits. Et cette lettre qu'aujourd'hui nous n'utilisons plus est une chose importante. Et un de mes écrits les plus importants, c'est une lettre que j'ai écrite alors que j'étais dans les soins intensifs, pas trop loin d'ici, à une personne que j'aime et qui porte encore cette lettre tous les jours sur elle. Et cette lettre où je me suis dit, où j'ai dit ce que nous vivions, alors que l'ambiance n'était pas du tout à l'écriture des lettres, je n'étais pas sous les fils à eau à regarder les serails du Cap. Et ces lettres sont extrêmement importantes. Ne vous en privez pas, ne nous en privons pas, parce que ce sont des moyens de nous dire, de tirer de notre tête. Mon Isis me disait, tes idées sont encore là, me cogner sur le crâne. Sortons-les de notre tête, c'est ce qu'a fait Daniel. Sortons-les de notre tête et mettons-les sur papier. Alors, Daniel a écrit une œuvre de fiction. On en parlera tout de suite. Alors, la troisième chose que je voulais dire, c'est la lecture, parce que nous avons là, évidemment, l'acte d'écriture que nous avons fait, mais recevons aussi, sachons recevoir. Je sais que NSI a une librairie qui est formidable, bravo de garder cette option. Ça et l'art, etc. Monsieur le directeur, je ne vous ai pas assez remercié pour ça. Et avoir un livre, emprunter un livre, c'est une chose, mais l'acheter, c'est encore mieux. J'achète des livres et je mets des tas de notes, j'annote les livres, on sait mon parcours, et je parlerai de parcours tout de suite, mon parcours dans ce livre, des mots qui ont retenu mon attention. Alors, je vais parler tout de suite après du deuxième livre que je voudrais lancer, d'un tout jeune auteur. On vous parasite, hein, Daniel, aujourd'hui. Vous ne saviez pas qu'on allait parler de moi, mais maintenant on parle d'un deuxième auteur. Il s'appelle Finlay Salles. Et pourquoi est-ce que je parle de cet auteur? C'est parce que toutes les 2 semaines, Charine vient de me dire que c'est toutes les 2 semaines qu'il fait des balades. Toutes les 2 semaines, il fait des marches. Et je ne sais pas, quand je vais parler de marche, pourquoi je regarde dans la direction de Anchi Ango. Je parle de marche parce que je pense à L'homme qui marche de Giacometti, qui est une sculpture qui me fascine, où il y a un homme qui est en métal et qui est dans un geste, dans un pas. Il fait un pas. Et ce pas est le premier qu'effectue aujourd'hui Daniel. Elle en a fait d'autres auparavant. C'était des entraînements. C'est de l'entraînement, parce qu'on ne marche pas n'importe comment en forêt. Elle fait un pas, et ce pas est extrêmement important. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a très longtemps, je travaillais encore au Collège du Saint-Esprit, un collègue, Maurice Piat, qui m'a dit, tu sais ce que tu dis, arriver au but, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est comme une marche d'un de nos amis, Adrien, c'est comme une marche dans une forêt. Chaque pas est important. Chaque plongeon que Finlay fait dans une mare quelque part, chaque baignade sous une cascade, chacun de ces événements, chaque arbre sur notre chemin, le présent est important. Pas le but. Le but, il viendra. Il viendra quand il viendra. Mais la comparaison avec la marche me semble absolument appropriée. Et aujourd'hui, il y a une marche que commence à faire Daniel et qui va, j'espère, la mener très loin, bien entendu dans le succès de librairie, etc. Et éventuellement, dans un film, pourquoi pas. Mais je fais toute la différence entre un film, pourtant j'adore le cinéma, je fais toute la différence entre un film et un livre. Un livre, vous le prenez, vous l'emmenez sur la couette comme je fais, même en été,
et vous le lisez comme ça, quand il ne faut pas lire, vous mettez votre lampe de chevet dessus et vous écrivez dedans. Un livre, c'est quelque chose que vous emportez. C'est autre chose. Un film, bien entendu, il y en a de formidables. Il y en a de formidables. Mais je retiendrai toujours la critique d'un film qui s'appelait Room with a View de Forster. C'était un film, la critique tenait dans un magazine qui s'appelle Life, qui disait la chose suivante en une phrase. A further proof, if need there was, that a good book should never be made into a film. C'est deux choses différentes. De temps en temps, on tombe sur un livre quelconque qui donne un film formidable, mais quand les deux se rejoignent, tant mieux, c'est ce que je souhaite absolument au Soupir de l'ombre. Mais je souhaite aussi que le livre, d'abord, soit ce pas, et que ce livre puisse vous apporter, nous emmener quelque part. Alors, je pense maintenant, je ne serai pas encore très loin, 2 petites minutes, parler de la réalité, de la vérité. Évidemment, pour faire beaucoup de recherches, Montréal, Maurice, moi je fais énormément de recherches avant d'écrire, énormément. Et puis une chose à faire, c'est de tout oublier, de ne retenir que ce qu'a cela dans nous la tête et qui nous porte et qui va amener ce roman. Et ce roman, la fiction, c'est pas inventé, hein. Les gens parlent d'expériences qu'ils ont effectuées, qu'ils ont faites, de sentiments, de choses qu'ils ont éprouvées. Et ceci nous mène à, disons, la perception que, ah oui, mais ça c'est de la fiction. Non, évidemment c'est de la fiction. Mais un livre qui réussit vous transmet un sentiment, vous transmet des vérités qui ont été vécues et qui résonnent chez vous, qui résonnent chez nous, parce que cela s'applique aussi à moi. Alors, il s'agit d'une réorganisation de la pensée, d'un réaménagement, et ça m'amène un petit peu à la démarche qu'a effectuée Daniel, qui est l'auto-édition, qui est une marche en solitaire. Parce que l'auto-édition vous garde en contrôle de l'affaire, mais un éditeur, ça sert aussi à quelque chose. Et je suis très heureux de savoir qu'il y a un éditeur canadien qui s'intéresse à votre travail. Très heureux parce que l'éditeur en or est celui qui sait à quoi s'attendre de vous et qui vous amène le plus loin possible dans le projet. À un moment donné, vous êtes obligé de lâcher, hein, parce que c'est votre projet après tout. Mais l'éditeur a cette fonction-là. Il n'a pas la fonction de corriger les fautes d'orthographe. Ça, c'est autre chose. Mais a la fonction de vous diriger à travers votre projet, de vous aider, de le mener à bout. Alors, si nous restons sur le livre, le livre virtuel de Findlay Salès, ça marche dans la forêt, comporte des glissades, des chutes, le soleil qui vous tape sur le crâne, des moustiques de dingue en ce moment-ci. Et pour nous, écrivains, c'est aussi des risques, des redites, des clichés, des répétitions, des choses que nous aurions pu avoir dit autrement. Mais ça fait partie du parcours. Ça fait partie du parcours et je suis très content aujourd'hui de pouvoir dire à Daniel qu'une des critiques les plus sévères que je puisse avoir dans mon environnement a trouvé que Daniel avait des choses à dire et que ceci, je crois, est extrêmement important et à retenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont pris la parole ici, qui ont écrit, qui ont publié, ont été reconnues, mais si ça résonne chez certaines personnes, si vous avez réussi, moi je retiens de mes livres, non pas les grandes critiques,
mais quelqu'un qui m'a dit « Ah oui, c'était pour la maison qui marchait vers le large, qui est roman port-louisien, où il y a quelqu'un qui m'a dit oui, moi, Maurice Côte-Mosquée, dans pour lui, le terrain vient glisser, mon petit, pas vient comme moi, il quitte la case. 5 ou 6 choses qui étaient déjà dans ma tête avant que cette femme me révèle qu'elle a vécu la même chose dans l'endroit, à la butte. Alors, cher Daniel, au début de cette marche, je vous souhaite tout le plaisir, tout le bonheur qu'on peut avoir à écrire. Et bien entendu, d'avoir en face de vous, avec les amis qui vous aiment, mais aussi chez l'inconnu, la personne qui achètera à ici ou à une de nos librairies, votre livre, que ça résonne quelque part en me disant « Oui, je me reconnais dans votre livre ». Merci. Les propos de Karl sont tout à fait pertinents. Il est évident que pour un auteur qui écrit, dans l'angoisse de la création, la marche n'est que solitaire. On ne peut pas s'encombrer d'amis quand on écrit. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs commencent à écrire après avoir vu 3 saisons de Netflix, c'est-à-dire à partir de 1h du matin. C'est dans la solitude que se créent les grands romans. Enfin, pratiquement tous les écrivains vous diront ça. Karl m'a fait l'amitié d'évoquer nos marches. Là, c'est pas la solitude, en fin de compte. C'est dans un groupe même si on ne se connaît pas au départ, dans les premières 30 minutes, mais l'instinct grégaire, le sentiment de partager quelque chose de tout à fait inédit, le cheminement vers une cascade, la découverte d'une vallée, rassemble tout le monde, bien au-delà de nos différents politiques, religieux ou même de classe. C'est-à-dire, il y a toujours une main qui vous retient. On ne sait pas à qui appartient cette main. Ou quelqu'un vous dit, faites attention. Ce sont des rochers qui sont tout à fait glissants. Et quand on a terminé un bain sur la cascade, le partage d'un sandwich ou d'une mandarine ou d'une banane, c'est le plus grand festin auquel nous sommes conviés régulièrement une ou deux fois par mois dans notre groupe. Et puis, moi je croyais que l'esprit de Carlo allait être un peu plus pertinent que ça, compte tenu du nombre de Chinois dans la salle. Comment n'a-t-il pas parlé de la longue marche de Mao, voyons. 1934, combien de milliers de morts, ça, il vaut mieux ne pas en parler. Là, c'est la marche de tout un peuple, là, c'est vraiment autre chose. Mais contentons-nous de la marche solitaire de Daniel, que j'invite au micro, sous vos applaudissements. C'est un immense honneur pour moi de vous avoir parmi nous ce soir. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de lire mon livre et d'avoir partagé vos commentaires si précieux. Vous qui êtes l'un des plus grands écrivains mauriciens, auréolé de plusieurs prix et distinctions. Je tiens également à remercier chaleureusement le grand Finlay Salès. Je suis vraiment très contente d'avoir reconnecté avec toi après tant d'années. Mon frère Tony Ayou,
et sa conjointe Sophie, ma sœur Cécile, qui a été récemment intronisée comme la première femme présidente du Club Rotary de Port-Louis, son époux Bernard Youngson, mon neveu Jonathan et sa copine Stéphanie, ma tante Lourdes Youngson et ma tante Lisby Ayou. Je suis tellement touchée de vous voir ici ce soir. Chers membres de la famille, vous êtes si nombreux que je ne pourrai malheureusement pas tous vous nommer. Chers amis, mesdames et messieurs, merci de tout cœur d'être présents pour le lancement officiel de mon premier roman, Les Soupirs de l'ombre. Quand je regarde les visages dans la salle, je vois certains que j'ai connus à Philippe-Rivalan, d'autres au couvent de Lorette de Rosille ou encore chez Air Mauritius. Je te vois, Bénilde. Il y a d'autres visages que je sais qui ne me connaissent pas du tout, mais qui ont fait le choix d'être ici ce soir. Je vous remercie du fond du cœur. Permettez-moi de vous retracer mon parcours. Je suis bien évidemment née à l'île Maurice et j'ai grandi à Beaubassin, au sein d'une famille soudée. Je suis la dernière d'une fratrie de 4. Seul mon frère Gilbert manque à l'appel aujourd'hui. Retenu en France pour des raisons professionnelles, il nous manque beaucoup. Ma chère maman, quant à elle, n'a pas pu se joindre à nous ce soir en raison de son âge vénérable de 92 ans. Je peux certainement affirmer que j'ai eu une enfance heureuse, marquée entre autres par l'amitié indéfectible de mes 2 voisines de la rue Trotter. Je ne sais pas, Floriane, si tu es dans la salle. Oui. On nous surnommait à l'époque les 3 drôles de dames ou les Charlie's Angels. En attendant les résultats du Higher School Certificate, j'ai travaillé comme hôtesse de l'air pour Air Mauritius. C'est à la radio que j'ai appris que j'étais classée 2e après les lauréats. Mes matières principales étaient le français, l'anglais et l'allemand. Titulaire d'une bourse de la francophonie offerte par le Québec, j'ai eu la chance de poursuivre mes études à l'Université du Québec à Montréal. J'y ai obtenu une licence en gestion et intervention touristique avec la mention d'honneur, puis une maîtrise en administration des affaires, un MBA avec une spécialisation en marketing. Dès mon arrivée à l'université, j'ai commencé à écrire bénévolement pour la revue Théoros, une revue de recherche en tourisme. C'est ainsi que la petite Mauricienne s'est retrouvée à rédiger des articles sur des sujets tels que la démocratisation du tourisme, la massification du phénomène, l'expérience touristique et la nécessité d'une étroite collaboration entre tous les acteurs de l'industrie. Le succès de mes articles a conduit le comité de rédaction, composé majoritairement de professeurs d'université et de directeurs d'associations touristiques, à me confier la rédaction d'une édition spéciale destinée à la publication en France. Pour la première fois, j'ai reçu une rémunération pour mon travail d'écriture. À noter que la revue Théoros existe encore aujourd'hui. Avant même d'obtenir mon MBA, j'ai décroché un poste d'analyste marketing chez Provigo, l'une des plus grandes chaînes d'alimentation du Québec. Par la suite, j'ai occupé des postes à responsabilité dans d'autres entreprises de renom, dont l'Auto-Québec, une société d'État, où j'étais directrice corporative des communications auprès des 6 000 employés. En 2020, donc en pleine pandémie, j'ai entrepris une nouvelle aventure en cofondant Scala Stratégie et Communication, une entreprise qui accompagne les dirigeants dans leur planification stratégique et leur communication interne. Mon parcours professionnel m'a amené à cultiver un esprit cartésien rigoureux, que je mets à profit dans l'élaboration de plans de communication, de plans stratégiques et de rédaction d'articles de recherche. Cependant, j'ai toujours nourri une passion pour l'art, qui s'exprime entre autres pour moi à travers la décoration intérieure, la peinture, mais surtout l'écriture. Depuis mon plus jeune âge, l'écriture a toujours été une composante essentielle de mon existence, un moyen d'extérioriser mes idées et mes émotions depuis toujours. D'ailleurs, je vous confie un petit secret. Je transporte toujours un petit carnet avec moi, que ce soit dans le train, dans un parc ou n'importe où ailleurs. J'y note des réflexions, des choses qui m'interpellent et qui me touchent, et ce depuis plus de 20 ans. Vous imaginez donc que j'ai aujourd'hui des dizaines de petits carnets remplis de mes écrits. L'idée d'écrire un roman me trottait dans la tête depuis longtemps.
mais la vie a pris le dessus et je repoussais sans cesse ce projet à plus tard. Le décès de mon père, l'année dernière, a été un événement bouleversant. Il aimait écrire et avait même rédigé son autobiographie. Comme dit le proverbe, la pomme ne tombe jamais bien loin de l'arbre. J'ai donc décidé de réaliser ce vieux rêve qui me tenait à cœur. La complexité de l'être humain et de ses interactions avec les autres me captive depuis toujours. Loin des schémas simplistes, la réalité se révèle tissée de nuances infinies, une palette subtile de gris. Mais je ne parle pas ici du film 50 Shades of Grey. Ce roman est né des rencontres marquantes que j'ai faites sur mon chemin, nourries par leurs récits et façonnées par mon imagination. Les soupirs de l'ombre est un drame fantastique qui suit la vie d'Harmonie, la narratrice, de sa naissance à l'âge adulte. Elle se retrouve tiraillée entre une relation tumultueuse avec sa mère et une complicité profonde avec son père. L'histoire explore ainsi la fragilité de l'enfance, la complexité de l'âge adulte et de l'amour. Ce roman se penche sur une thématique qui touche de nombreuses personnes. Il ne s'agit pas d'un roman purement fantastique, car il s'ancre dans des expériences humaines universelles. Cependant, des éléments mystérieux parsèment l'histoire, où chaque détail, rétrospectivement, prend tout son sens. Alors, pour terminer, j'aimerais adresser mes plus vifs remerciements à Peter Smock, la librairie fièrement mauricienne, à Hennessy aussi. Je remercie la librairie Le Cygne, Book Court et les éditions Le Printemps. Mon roman est disponible à la vente dans ces librairies. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et vous souhaite de passer une excellente soirée.